J'en parlerai avec, alors je vais aller dans l'ordre comme ça, Julien Dossier, Catherine Lescure, Anne Bringot, Jean-Baptiste Blondel et Yann Françoise, qui se présenteront chacun brièvement quand je leur donnerai la parole. Et on va donc discuter de l'énergie, plus particulièrement dans la ville zéro carbone. Donc évidemment, une énergie dans une ville zéro carbone, c'est forcément une énergie 100% renouvelable. Et d'ailleurs, c'est un objectif que de plus en plus de villes se fixent dans le monde entier, à des échéances plus ou moins lointaines. Mais on va voir ensemble que les spécificités urbaines sont à la fois des contraintes pour atteindre cet objectif 100% renouvelable, des contraintes d'espace notamment, mais également que ça permet la mise en œuvre de solutions collectives grâce à la densité justement bien plus facilement que dans d'autres territoires moins denses. Et on va surtout voir également que pour atteindre cet objectif de 100% renouvelable, il faut surtout commencer par avoir une grande sobriété et une baisse des consommations. Ça vaut à l'échelon urbain comme à l'échelon national et planétaire. N'ayons pas peur des grands mots. Alors, on a, je crois... ah oui, ce qui est bien, c'est que je tourne le dos au prompteur. Non, j'en ai 49 minutes, donc je vais essayer de ne pas les manger toutes. Je voulais quand même faire un tour de table, mais s'il vous plaît, rapide, parce que c'est quand même l'actualité du moment. Si vous souhaitez avoir une réaction par rapport aux annonces qui ont été faites hier en matière de programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc je vous donne la parole à chacun d'entre vous. Je crois qu'il voilà, y a 3 micros. Julien, rapidement. Oui, rapidement. Moi, je vais laisser. Et présente-toi du coup. Bonjour, donc Julien Dossier. Moi, je dirige Quattrolibri, un cabinet de conseil spécialisé en stratégie bas carbone. J'ai fait partie de l'équipe qui avait travaillé pour Yann Françoise et la ville de Paris dans la production de la stratégie de neutralité carbone de Paris. En réaction aux annonces d'hier, on sent qu'on n'est pas encore dans la réponse et l'urgence. On est dans des mesures qui sont proches de ce qu'on connaissait déjà. Maintenant, on a ici dans notre thématique l'opportunité d'aller plus loin, notamment sur un volet qui est celui de la gestion de la demande. Les villes, par leur organisation, par les flux de matières et de personnes, sont des facteurs déterminants de la structure de la demande d'énergie. Et là-dessus, on a des leviers qu'on n'a pas encore assez exploités, qui ne sont pas si compliqués. Donc, moi, sur lesquels on va revenir. Voilà. Merci beaucoup. Catherine Lescure, EDF alors. Donc, Catherine Lescure, je suis déléguée régionale pour le groupe EDF en Ile-de-France. Je crois que ce qui est réaffirmé, ce qui a été réaffirmé hier, c'est quand même cette ambition forte de lutter contre le réchauffement climatique et d'aller vers des émissions de CO2 le plus limitées possible. Peut-être quelques chiffres en Ile-de-France, 62% de la consommation d'énergie, c'est de l'énergie fossile, donc du charbon, du pétrole et du gaz naturel. 30% c'est de l'électricité qui est bas carbone et seulement 8% c'est la production d'énergie locale. Donc je pense qu'on y reviendra, mais l'ambition c'est évidemment de décarboner l'économie et de développer les énergies renouvelables. Merci beaucoup. Anne Bringot. Bonjour, Anne Bringot. Je coordonne le travail des ONG sur la transition énergétique pour le CLER, qui est le réseau pour la transition énergétique, et pour le réseau Action Climat. Nous, on a été très déçus des annonces ou des non-annonces d'hier. D'une part, par une première chose qui est passée un petit peu inaperçue, c'est qu'il a été acté hier que la France allait dépasser ses budgets carbone. Donc les émissions de gaz à effet de serre qui étaient prévues dans la précédente stratégie bas carbone va les dépasser jusqu'à 2023. Donc on est en train de dire qu'on ne va pas tenir les objectifs qu'on s'était déjà fixés. Et par ailleurs, pour tenir cet objectif, ces nouveaux objectifs de budget carbone, il faut réduire fortement la consommation d'énergie, notamment dans les transports, notamment dans le bâtiment. Et dans ces deux domaines, on a eu peu d'annonces, voire pas d'annonces nouvelles hier, à part un rappel de la fin des chaudières au fioul. Mais comment va-t-on accompagner les ménages pour changer leur chaudière, pour mettre quoi à la place? Comment isoler leur logement? On n'a pas eu de réponse très concrète. Sur la mobilité également, comment on développe les alternatives, les véhicules moins polluants, mais aussi les transports collectifs, le vélo. Et par ailleurs, sur la partie production d'énergie, rappelons que la PPE va jusqu'à 2028,
c'est 2 quinquennats plus 1 an. Et jusqu'à 2028, ce qui nous est annoncé, c'est la fermeture de 2 réacteurs en plus de Fessenheim, 2 réacteurs nucléaires. Et c'est très peu, alors que RTE nous dit que si on ferme les réacteurs au rythme de développement des renouvelables, on peut fermer 16 réacteurs d'ici à 2030. Donc on voit qu'on est en train de freiner, ce qui va malheureusement freiner à la fois les renouvelables et l'efficacité énergétique. Merci Anne. Jean-Baptiste Blondel, alors peut-être un mot déjà sur Énercitif. Oui, bonjour. Donc Jean-Baptiste Blondel, moi je suis un citoyen lambda, j'ai envie de dire, comme les gens qui sont ici dans cette salle. J'habite dans le 18e et avec un collectif de citoyens, de Parisiennes et de Parisiens, nous avons fondé Énercitif, qui est une coopérative citoyenne d'énergie renouvelable à Paris, qui va développer notamment du solaire, j'en parlerai tout à l'heure. Et peut-être un mot pour réagir sur la PPE et sur les annonces qui ont eu lieu hier. Mon sentiment, c'est qu'il faut également aller beaucoup plus loin dans la montée en puissance des territoires et des citoyens dans la transition énergétique. La PPE, c'est un instrument encore très centralisé. C'est l'État, le gouvernement. La transition énergétique et écologique, c'est un changement de société, c'est un projet sociétal. Ça ne marchera que si tout le monde s'implique. Donc il ne faut pas oublier les citoyens. Et ce qui marchera, c'est la combinaison entre les collectivités, les habitants et les entrepreneurs à une échelle territoriale. Merci beaucoup. Enfin, Yann Françoise, donc, qui êtes-vous et que pensez-vous de cette PPE? Oui. Et après, vous allez garder le micro d'ailleurs, parce que voilà, la première question est pour vous. D'accord. Tout d'abord, je vous prie d'excuser Célia Bloël, adjointe à la maire de Paris en charge du climat et de l'énergie, qui devait être là ce matin, qui a été retenue. Et donc, je suis Yann Françoise, responsable climat, énergie, économie circulaire pour la ville de Paris. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Réaction par rapport au débat d'hier. Il a été dit, le compte n'y est pas, et surtout, en fait, c'est qu'il n'y a pas de vision. Et c'est ça qui nous pose un vrai problème. On ne peut pas faire une politique énergétique à court terme à 8 ans sur des enjeux aussi stratégiques, alors que la vision, elle est là. Elle est dans l'accord de Paris. La ville, Paris, la France l'a signé. Et donc, la première chose qui aurait dû être présentée hier, c'est la stratégie nationale bas carbone et d'arrêter de parler en silo. On ne peut pas parler de politique énergétique si on ne parle pas de politique agricole à un moment donné, par exemple. On peut pas, hier, on n'a pas évoqué la fin du gaz naturel. Quelles sont les conséquences, comme pour le fuel, pour les ménages, pour les activités économiques derrière, mais aussi les opportunités, par exemple pour le monde agricole et la concurrence sur les terres. Et puis alors le rôle des collectivités hier, ça va être de porter une partie du dialogue, en fait. Mais on a peut-être un autre rôle majeur dans la décentralisation, et on va en revenir ici, entre autres sur l'injection dans les réseaux, comment promouvoir les politiques participatives, etc. Non, là on est juste un acteur de dialogue, mais on veut être beaucoup plus prenant dans ce dialogue. On peut faire ensemble. Et le faire ensemble, hier, on ne l'a pas beaucoup entendu. Oui, effectivement. Bon, moi, hier, je n'ai pas pu suivre l'affaire puisque j'étais ici. Mais ce que j'en ai compris des échos que j'en ai eus, c'était... je ne veux même pas parler du nucléaire, sinon ça va cannibaliser le reste. Mais il manquait beaucoup, effectivement, les territoires et beaucoup l'idée de sobriété, en fait, et de réduction des consommations. Donc là, on va entrer plus dans le vif du sujet. Puisque vous travaillez pour la ville de Paris, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les objectifs de la ville de Paris en matière d'énergie et singulièrement d'énergie renouvelable, puisque c'est l'intitulé de cette table ronde? Oui. Alors, l'exercice, il est simple. Comme je l'ai dit, on a une vision, neutralité carbone en 2050. Le Conseil de Paris l'a adopté le 22 mars dernier. C'est le premier plan de la ville pour une neutralité carbone. C'est le 3e plan climat de la ville de Paris. Et c'est une vision holistique. Et bien évidemment, l'énergie prend sa part dedans, parce que pour atteindre cette neutralité, il y a une équation simple sur le papier. C'est diviser par 2 la consommation énergétique du territoire et se doter de 100% renouvelable. L'un ne va pas sans l'autre. On ne pourra pas atteindre le 100% renouvelable si on n'a pas divisé par 2 notre conso. Donc le premier kilowattheure renouvelable, c'est celui de la sobriété, celui qui n'existe pas, celui qu'on arrive à réduire entre autres à améliorer les enveloppes, l'efficacité énergétique, et je veux aussi sur le comportement, accompagner tout le monde. Des nouveaux bâtiments top modernes d'efficacité énergétique, si on n'a pas accompagné les comportements, on a une dérive. Et de l'autre côté aussi, faire l'accompagnement social de toute cette transition qui peut être brutale sur certains domaines énergétiques, que ce soit dans le transport, mais aussi dans le bâtiment. Sur Paris, c'est 80% de la conso énergétique qui vient du bâtiment. Très bien, merci. Donc Jean-Baptiste Blondel, Énercitif, vous l'avez dit, vous développez des projets citoyens.
d'énergie renouvelable. Est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans les détails, nous dire où vous en êtes, quelles sont vos ambitions et surtout comment vous travaillez avec les collectivités, enfin là en l'occurrence avec Paris? Oui, bien sûr, je pense que la coopération avec la ville de Paris est un des éléments clés du projet. Alors peut-être pour rappeler ce que c'est que l'énergie citoyenne, je pense que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Expliquez-nous. En 2 mots, c'est un mouvement qui consiste à réapproprier le système énergétique par les citoyens, donc développer des projets locaux d'énergie renouvelable propres et maîtrisés par les acteurs locaux. C'est un mouvement qui s'est développé à l'international, donc c'est très connu en Allemagne notamment, puisque la moitié des capacités d'énergie renouvelable sont détenues par des habitants au travers notamment de coopératives. Oui, mais ils font ça depuis toujours, donc voilà, depuis très longtemps. Ils ont un mode de fonctionnement un peu différent. Oui. C'est le cas aussi au Danemark, c'est le cas dans d'autres pays. En France, c'est un mouvement qui démarre. On est aujourd'hui à 300 projets d'énergie renouvelable sur tout le territoire. C'est de l'éolien, c'est du solaire, c'est de la biomasse, etc. 300 projets citoyens. 300 projets citoyens, tout à fait. Donc c'est encore tout petit, hein, c'est quelques dizaines de millions d'euros d'investis par les citoyens. Et combien de mégawatts? C'est une bonne question, je n'ai pas le chiffre, mais pour vous donner la comparaison à Paris, notre projet, il vise à développer 2 mégawatts dans les 2 ans qui viennent. Donc c'est simple, hein, c'est 20 toitures à horizon 2020, c'est 2 mégawatts et c'est 3 millions d'euros d'investissement. Si je parle un peu du projet à Paris, le projet il est né de 2 choses. D'une part, de la volonté de citoyens d'agir, ici, maintenant, pour lutter contre le réchauffement climatique, et en l'occurrence développer des énergies renouvelables. Donc à Paris, le solaire est bien évidemment une des solutions les plus simples. Hein. L'éolien est un petit peu plus compliqué. Et c'est la rencontre entre cette volonté citoyenne... Même si ça ne doit pas être si simple que ça non plus, le solaire, dans une ville comme Paris. Le solaire, il brille... Non, mais le soleil, il est partout. Mais il brille pour tout le monde. Il y a quand même des contraintes architecturales. Il y a des contraintes, bien sûr, avec les architectes des bâtiments de France. On a un patrimoine qui est magnifique dans Paris, mais ça n'exclut pas de pouvoir travailler sur tout un tas de toitures. Et donc, on a travaillé notamment à un cadastre et à regarder quelles sont les toitures éligibles, et notamment dans tous les quartiers populaires, donc 17e, 18e, 19e, 20e, mais aussi 12e, 13e, 14e. Il y a beaucoup de toitures d'écoles, de gymnases, de HLM, des toitures d'entreprises, de copropriétés, qui sont tout à fait éligibles pour installer des panneaux solaires. Donc l'idée, c'est de rassembler de l'épargne des citoyens. C'est de l'épargne qui reste modeste. Hein. L'investissement, c'est à partir de 100 €. Donc on rassemble plusieurs centaines, plusieurs milliers de citoyens. Avec ce pot commun, on va financer l'achat de panneaux solaires qu'on va installer sur les toits, produire de l'énergie et la revendre au réseau. Et tout ça dans une gouvernance coopérative. Coopérative, ça veut dire une personne égale une voix. On est dans un mode de fonctionnement où les décisions stratégiques du projet, elles sont prises de façon collective. Mais pour faire ça, vous êtes obligé de travailler main dans la main avec la collectivité, en l'occurrence la ville de Paris. Exactement. Le projet, il n'a pas de sens s'il ne s'inscrit pas dans le projet de la collectivité. Donc, il s'inscrit complètement dans le plan climat de la ville de Paris. C'est 20% de la consommation qui doit être issue d'une production locale à horizon 2050. C'est 20% des toits équipés de panneaux solaires. Donc, on s'inscrit pleinement dans cet objectif-là. Et la ville de Paris soutient ce projet au travers du budget participatif. Donc, le projet a été voté par les citoyens en 2016. Ça a été un des premiers projets qui a été voté dans le budget participatif. Et Anne-Françoise, est-ce que ça ne représente pas quand même un défi pour une ville comme Paris de travailler avec ce type de collectif? C'est quand même assez inédit. Est-ce que ça ne se heurte pas éventuellement à certaines habitudes, voire certaines réglementations? Est-ce que vous devez faire des ajustements pour que ça puisse se développer? Oui, c'est un défi, mais si on s'arrêtait à chaque défi, on n'avancerait pas. Et puis, ce n'est pas un Graal, finalement, parce que je vois le titre en face de moi, le 100% renouvelable. Ce n'est pas un Graal, parce que le Graal, ça semble une quête inaccessible, alors qu'en fait, on va y arriver, il faut être clair. Et je pense que ça sera beaucoup moins sanglant que les quêtes du Graal, beaucoup moins sanglant que l'industrie charbonnière ou nucléaire, par exemple. On aura moins de morts là-dessus. Oui, c'est un défi parce que, vous l'avez évoqué, il y a l'intégration paysagère, et c'est à nous de travailler et d'appuyer les petits collectifs avec la puissance de la ville de Paris, des architectes bâtiments de France, mais aussi de l'interprétation populaire et touristique de l'esthétique paysagère de Paris. On doit travailler là-dessus, on doit arriver à les intégrer. On arrive à faire des toits solaires et en même temps des toits végétalisés. Donc, et ça ne transforme pas Paris radicalement. On doit aussi voir ce qui est
intégrable dans le code des marchés publics pour les collectivités. Prêter un toit, ça a des règles, on doit légiférer là-dessus, on doit améliorer l'intégration des petits projets. Mais aussi pour nous, c'est important parce qu'on doit aller chercher toutes les énergies positives du territoire, qu'elles soient physiques, toutes les énergies renouvelables. On parle du solaire, on parle peut-être un tout petit peu du micro-éolien sur Paris, mais on a des tonnes de calories qui existent dans notre sous-sol, de la géothermie. Ce bâtiment, par exemple, a fait, pourtant très historique, 30% de gains de consommation énergétique en revoyant son système de rafraîchissement, en utilisant les calories du réseau d'eau non potable et du réseau de froid. Pas plus loin que le 2 rue Beaubourg, ici, à côté du métro Rambuteau, on utilise les calories de la station de métro qui est en dessous pour chauffer le bâtiment social qui est au-dessus. Donc, on a besoin d'innovation technique, fiscale. Ça, c'est des récupérations de chaleur fatale, en fait. C'est récupération de toutes les calories qu'on peut faire, qu'on appelle fatale, qui n'est pas très jolie, énergie de récupération, mais qui représente sur nos territoires un volume important, comme il a été dit, sur une ville qui est très dense, où je ne vais pas installer une grande ferme solaire. Et si on a dit 100% en territoire, 100% renouvelable, on a bien conscience qu'on pourra peut-être faire maximum 20% de notre production locale. Mais il faut aller chercher tous les projets, mais toutes les énergies positives aussi en termes de financement. Il y a une épargne énorme qui existe en France. Il faut qu'on arrive aussi à la flécher vers de l'épargne verte, vers des projets verts. Et nous, collectivités, notre rôle peut-être est aussi de donner de la garantie à ces projets, de la visibilité, de la faisabilité technique. Des petits projets, par exemple, pour financer les premières études d'impact ou autres, ça grève le budget des études. Là, c'est notre rôle d'accompagnant et donner confiance à l'épargnant sur ces projets qui sont actuellement, honnêtement, plus rentables dans les coopératives renouvelables que le livret A. Donc, il y a peut-être des messages à faire passer et on a une masse financière importante à transiter. Il n'y a pas que l'argent public qui doit financer ces projets-là. L'argent privé peut permettre de multiplier le bénéfice de l'argent public. L'argent public peut faire levier, voilà, c'est ça. Un levier. Merci beaucoup. Alors, vous le dites vous-même, vous parlez d'énergie renouvelable locale, donc ça veut bien dire que les autres, elles doivent être produites ailleurs. Donc, Anne Bringot, vous vous intéressez tout particulièrement, entre autres choses, au clair, aux relations entre les villes et les territoires environnants. Vous avez sorti une nouvelle étude, enfin deux études sur ce sujet récemment. Expliquez-nous comment ça fonctionne et puis quels sont les enjeux autour de ça qui ne sont pas uniquement énergétiques en fait. Tout à fait. On a commencé à s'intéresser au sujet il y a un peu moins de 3 ans, où dans cet endroit, à l'Hôtel de Ville de Paris, pendant la COP21, 700 maires du monde entier sont venus et se sont engagés à être 100% énergie renouvelable en 2050. Alors on s'est dit après, en 2016, on va aller faire le tour un petit peu d'une quinzaine de villes en France qui étaient là, et on va leur demander concrètement comment vous faites, qu'est-ce que ça veut dire. Et on a vu que c'était quelque chose qui était encore assez flou. Et on a regardé des exemples à l'étranger, avec par exemple Francfort, qui avait fait un master plan, donc qui s'était un petit peu planifié ce qui allait se passer d'ici à 2050, et qui avait vu que pour être à 100% énergie renouvelable, il fallait diviser par 2 la consommation d'énergie, le premier levier, comme le disait effectivement Yann Françoise, et que la production d'énergie, pour être 100% renouvelable, 50% pouvait être produite sur le territoire de la ville et 50% alentour, puisqu'évidemment, c'est compliqué de mettre des éoliennes en centre-ville. On va plutôt les mettre, ou des méthaniseurs, on va plutôt les mettre hors des villes. Et donc, ça pose la question des relations entre les villes et les territoires ruraux, question d'autant plus d'actualité actuellement avec les Gilets jaunes. On voit bien ces fractures entre territoires et l'importance de recréer du lien entre les villes, les métropoles et les territoires, soit les villes moyennes, soit les territoires ruraux ou même le périurbain. Et on a vu du coup que dans ces coopérations à mettre en place, le bois était souvent une première question qui arrivait, puisqu'il commence à y avoir de la concurrence sur la ressource en bois entre des villes qui ont des chaufferies bois qui ont besoin de ressources de plus en plus importantes, et puis des territoires ruraux qui ont des forêts, mais pas forcément envie qu'elles soient uniquement utilisées pour les villes, avec du chauffage aussi individuel au bois dans les territoires ruraux. Donc il y a des exemples, par exemple au Rhône-Alpes, qu'on a listé dans cette petite publication, effectivement, qui donnent des exemples de coopération entre les territoires ruraux et urbains, par exemple sur le bois, mais aussi sur d'autres types d'énergie où les villes n'avaient pas cette question. L'électricité, le gaz, ils arrivent, les villes ne se posaient pas la question, mais où c'est produit. Et donc, via, par exemple, l'investissement, soit l'investissement citoyen, soit l'investissement de la ville, avec la loi de transition énergétique, les villes peuvent
investir de leurs propres deniers dans des projets de production d'énergie renouvelable, ou via une SEM, une société d'économie mixte, ils peuvent investir dans des projets de production d'énergie renouvelable alentour, ce qui va permettre de développer les renouvelables, puisque les territoires ruraux n'ont pas forcément les moyens financiers de faire ces projets. Mais ça veut dire que les territoires ruraux, ils disent, vous êtes gentils, mais nous, on a déjà du mal chez nous à produire pour nous. Alors, produire pour les villes, mettre des éoliennes pour alimenter les villes, on n'est pas tout à fait d'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut rentrer dans une discussion. De quoi finalement ont besoin ces territoires ruraux? Ils peuvent avoir des besoins sur la mobilité, ils peuvent avoir des besoins sur la rénovation des logements. Les villes ont des moyens financiers, ont de l'ingénierie. Comment on va coopérer? Donc c'est quelque chose qui débute. On a quelques exemples dans cette publication, mais c'est vrai que c'est vraiment un chantier en route et qu'on espère voir s'accélérer. Mais est-ce qu'on sait s'il y a suffisamment d'espace en fait pour produire à la fois pour les villes et pour les zones rurales? Après, j'imagine qu'il y a un bouquet énergétique qui peut être tellement divers, y compris renouvelable, que ça doit être compliqué de faire des projections, mais quand même, est-ce qu'on a une idée là-dessus? Alors, le ministère de la Transition écologique et solidaire a fait, justement, quand il a élaboré pour la PPE... Oui, je suis fatiguée, alors je mange mes mots. Le ministère de la Transition écologique et solidaire, quand il a fait les exercices de scénarisation pour la PPE et les stratégies nationales bas carbone, a regardé et a vu qu'en 2050, on a 2 fois les gisements nécessaires pour être 100% énergie renouvelable, en regardant effectivement l'ensemble des filières. Donc on n'a pas en France, on a beaucoup de côtes, donc on peut mettre des énergies en mer, on a beaucoup de forêts, on a la possibilité de faire la méthanisation avec l'agriculture, on a des espaces pour mettre des éoliennes, on a beaucoup de toits pour mettre du photovoltaïque ou parfois du photovoltaïque au sol. Voilà, on n'est pas un pays où ça sera difficile. Mais il faut organiser la répartition et des espaces et des ressources, etc. Alors, Catherine Lescure, vous-même, enfin en tout cas EDF, a annoncé non mais pas seulement l'Île-de-France, c'est ce que je voulais dire, a annoncé un plan ambitieux en matière solaire de 30 gigawatts. Je ne sais plus, vous allez nous rappeler les chiffres, mais c'est à peu près autant d'hectares du coup. Étant donné les sujets qu'on vient de voir poindre d'arbitrage sur l'usage des sols, comment est-ce que vous envisagez la chose? Comment vous pensez trouver l'espace suffisant et où en fait? Alors les 30 gigawatts, vous avez raison, c'est effectivement au niveau national et c'est un plan qui va se décliner entre maintenant, on va dire, et 2035. Ça veut dire à peu près 1,5 gigawatt par an. Alors essentiellement on va aller évidemment sur des terres qui ne sont pas a priori agricoles. On va d'abord chercher d'anciennes friches industrielles, d'anciennes carrières, enfin des sites qui ne sont pas constructibles ou qui ne peuvent pas être utilisés pour l'agriculture. En Île-de-France, alors 30 gigawatts, vous avez raison, c'est à peu près 3 fois la surface de Paris. Donc c'est pas rien en termes de couverture et c'est de solaire. Sur la France métropolitaine. C'est sur la France métropolitaine, oui. Métropolitaine. Et on a par ailleurs des programmes sur les territoires d'outre-mer qui sont différents. Mais qui ne sont pas inclus dans les 30 gigas en fait. Comment? Qui ne font pas partie des 30 gigawatts. Donc l'ambition sur l'Île-de-France, c'est déjà de regarder ce que nous avons nous-mêmes comme foncier. Donc on a arrêté par exemple la centrale de Porcheville il y a maintenant presque 2 ans et c'est un très grand terrain et on est en train, donc évidemment ce terrain va être d'abord, la centrale va être déconstruite, mais et puis derrière il y a l'ambition de reconstruire d'autres projets, y compris d'autres projets industriels, mais il y a une partie des terrains qui sont non constructibles, qui sont inondables, et on imagine là de pouvoir installer une centrale solaire. De la même façon, on étudie sur un de nos sites qui est à Champagne-sur-Oise. Donc on est en train de regarder, avec d'ailleurs tous les acteurs du territoire, le foncier qui serait disponible et sur une durée d'environ 25 ans pour que la centrale soit rentable et exploitable. Donc ça, c'est les grandes couverture, on va dire, de fermes solaires. Mais on a évidemment un gisement très très important sur les toits, puisque en Île-de-France, de façon générale, évidemment sur le territoire même de la métropole, on a énormément de toitures.
Alors, il y a beaucoup de problèmes pour arriver à couvrir les toits, mais pour autant, on est convaincu que c'est là que ça va se passer. On a quand même 70 000 logements nouveaux qui se construisent chaque année en Île-de-France, et là, c'est une opportunité formidable de couvrir par des panneaux solaires. Sur du neuf, pour le coup, c'est plus simple que quand on est sur du logement existant. Et puis, évidemment, il y a tout le reste, parce qu'il n'y a pas que le solaire, il y a la géothermie, Yann Françoise le disait, on a beaucoup de géothermie en Île-de-France, à 80% des logements chauffés en France en géothermie le sont en Île-de-France. La géothermie, elle est renouvelable, toujours, c'est comme le soleil, ça ne se tarit pas. Donc, on va continuer à développer, et notre filiale d'Alkia développe la plupart des réseaux de chaleur en Île-de-France. On a aussi la valorisation des déchets. On gère par exemple les 2 usines du Sictom à Saint-Ouen et à Issy-les-Moulineaux, donc valorisation des déchets pour aller sur les réseaux de chauffage urbain. Et puis il y a les data centers, parce qu'il ne faut pas oublier que le numérique qui apporte pas mal de bienfaits, mais qui à côté quand même est très très fortement consommateur, ouais. Il faut absolument travailler sur la régulation de l'utilisation du numérique et de réutiliser la chaleur de ces data centers. C'est ce qu'on fait par exemple pour Air France ou pour chauffer des piscines, etc. Donc ça c'est des projets que nous menons fortement. Donc il y a, je dirais, toute une palette de solutions. Et évidemment, tout ne va pas se passer sur l'Île-de-France, comme on l'a vu. Il va falloir s'appuyer aussi sur les autres territoires. Ce qu'il y a, c'est que les autres territoires veulent aussi garder leur production d'énergie renouvelable locale pour leurs propres besoins. Ouais. Donc il va falloir trouver les coopérations qui vont bien. Et je partage totalement l'idée qu'il faut engager les citoyens. On le voit en particulier sur l'éolien, où c'est si compliqué de développer des projets éoliens très très longs, avec énormément de recours qui sont déposés. Et là, il faut arriver à faire du crowdfunding. C'est ce qu'on fait avec notre filiale EDF Renouvelable. Quand on a des projets, de plus en plus, on associe les citoyens parce que c'est la meilleure façon de développer ces projets de long terme. Au-delà de l'apport financier, c'est effectivement l'acceptabilité qui s'en trouve très améliorée. Complètement. Donc ça veut dire, et ça vaudra aussi sur le photovoltaïque, il ne faut pas se tromper. À chaque fois que moi j'interviens sur les questions justement de fermes solaires, on nous renvoie le fait que ça va utiliser des terres. Donc effectivement, il faut faire beaucoup de pédagogie, associer le citoyen, associer la finance verte à tous ces projets. Et puis, bon, je dirais quand même que le nucléaire n'émet pas de CO2, donc on peut enfin, en tout cas, c'est un fait. Et le nucléaire ne tue pas. La sûreté nucléaire est un des sujets. Je réagis juste par rapport aux propos d'Yann Françoise qui comparait avec le charbon. Non. Il y a certes des déchets sur le nucléaire, mais il n'empêche que le nucléaire est assuré avec beaucoup de sûreté en France. L'autorité de sûreté nucléaire regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Ça n'est pas le sujet du matin. On ne parle plus de nucléaire. Julien Dossier. Donc vous aimeriez qu'on parle de l'énergie d'une façon plus large que ce qu'on vient de faire, et donc on va vous obéir. Mais expliquez-nous pourquoi, expliquez-nous où d'autres l'énergie est concernée que sur les panneaux solaires, la géothermie et d'autres choses de ce genre. En fait, Yann a un peu évoqué le sujet tout à l'heure en disant que l'énergie est un sujet qui nous relie entre des sujets un peu minéraux. On a beaucoup parlé de production à travers de filières minérales, mais aussi biologiques. Et au-delà de ça, on a aujourd'hui beaucoup parlé de production énergétique, et on voit que dans les plans annoncés par Paris pour atteindre la neutralité carbone, on commence par chercher une division par 2 de la demande. Et cette division par 2 de la demande, en fait, ça amène à avoir une vision en système de l'énergie. D'abord, il y a une question d'unité. Il va falloir qu'on comprenne que l'alimentation, donc ce qu'on a dans nos assiettes, c'est des calories, donc c'est de l'énergie. Ça veut dire qu'on doit pouvoir penser à nos menus en fonction de notre consommation d'énergie. Combien de phases de transformation j'ai entre le rayonnement du soleil et mon assiette. Si je mange un végétal, il n'y a qu'une phase de transformation. Si je mange un animal qui a mangé du végétal, il y a une déperdition d'énergie. Si je mange un prédateur d'un animal, il y en a une deuxième, etc. Donc ça, c'est un sujet qui doit nous amener à avoir une vision plus complète dans les sujets qu'on mobilise dans l'énergie. C'est quoi là? Qu'est-ce qu'on mange comme prédateur d'animaux? Je comprends le raisonnement, mais j'arrive pas à me...
Sur les poissons, notamment. Ah oui. Bon, ça, c'est en dessous, mais bon, bref. Il y a des chasseurs qui sont amenés à se nourrir de ces choses-là. Voilà, bref. Exact. Mais surtout, le point, c'est qu'on va être amené à penser à l'utilisation de nos sols, à la fois pour des questions de politique agricole commune, pour des questions de séquestration carbone dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, pour des questions de production énergétique dans le cadre de la PPE. Et si on a une vision séparée dans les 3 domaines, on va risquer d'avoir besoin d'hectares supplémentaires, alors qu'on pourrait mener des projets intégrés sur les mêmes surfaces. Si on fait par exemple de l'agroécologie ou de l'agroforesterie sur une parcelle, on va pouvoir faire pousser des arbres, récolter de la biomasse pour l'alimentation ou de la chaufferie et séquestrer du carbone. Et on a encore besoin de pousser le raisonnement à travers la filière du bâtiment, puisqu'on sait que devant nous, dans l'objectif de réduction de la consommation d'énergie, on va devoir isoler des bâtiments. On avait estimé à 1 million de logements l'ampleur du stock qui doit être rénové pour Paris. Ça veut dire qu'on va mobiliser des matériaux pour pouvoir rénover. Ces matériaux, est-ce qu'on fait venir la laine de verre ou est-ce qu'on fait venir des mélanges, par exemple, de chanvre chaud, qui seront donc du coup des écomatériaux? Si on fait venir des écomatériaux, il va falloir les produire, mais est-ce qu'on les fait venir de l'autre bout de l'Europe, ou est-ce qu'on travaille avec les agriculteurs et notamment la couronne maraîchère et surtout la couronne des grandes cultures en Île-de-France pour préparer la mise en culture de ces écomatériaux dont on a besoin, principalement pour la rénovation, mais aussi pour la construction. Donc ça, c'est encore, on est dans le registre des filières finalement de matériel dans l'approche de l'énergie. Et si on pousse la vision au système, pensons aussi à des petites choses du type le bureau des temps. Si on change les horaires d'ouverture des différentes institutions, que ce soit les écoles, les entreprises, etc., on lisse les pics de fréquentation de l'infrastructure routière. Donc du coup, on réduit la taille des infrastructures nécessaires, on réduit le nombre de voitures dont on a besoin, etc. C'est ce que la ville de Rennes a mis en place. C'est la ville de Rennes absolument pionnière là-dedans. Et on a besoin d'avoir une vision où on va aller chercher les calories là où elles se trouvent. Donc je pense que la vision que présentait Yann tout à l'heure en disant on va aller chercher les calories froides pour faire la climatisation ou chaudes pour faire du chauffage, il faut l'avoir en tête pour bien d'autres sujets en fait. Merci Julien. Alors justement, est-ce que c'est une réflexion qui commence à, puisque en plus vous avez travaillé ensemble, donc est-ce que la ville de Paris commence à raisonner de cette façon systémique? Elle ne commence pas, elle l'a acquis. C'était déjà dans les premiers plans climat, et là c'est confirmé par le Conseil, justement sur cette vision globale, parce que de l'origine, depuis qu'on a fait nos premiers inventaires d'émissions de gaz à effet de serre en 2004, on a toujours intégré les émissions liées par exemple à l'alimentation des Parisiens ou à l'aviation consommée par les Parisiens, ce que vous ne trouvez quasiment dans aucun bilan de gaz à effet de serre de ville à l'international. Ce qui est difficile aussi après, quand vous avez des objectifs de réduction, quand vous ne maîtrisez pas ces politiques. D'où le travail qu'on a à faire avec les territoires, et ça a été renforcé et éclairci dans le nouveau plan climat, et comme l'a dit Julien, on parle beaucoup sur l'énergie renouvelable et l'opportunité d'investir sur les territoires, mais on a 3 grands axes en fait. Il y a le volet agriculture, biologique, organique, j'allais dire, pour les territoires ruraux, le côté développement du renouvelable, et ce qui va arriver aussi, qui va se poser à la France et à toutes les collectivités, à un moment donné, de la compensation, du reste à éviter de nos émissions. Et les territoires ruraux à proximité de toute agglomération, et donc aussi de Paris, c'est une opportunité de développement en solidarité, de trouver des gisements d'emploi aussi, de maintenir aussi, de recréer de l'emploi en termes d'agriculture, en termes de production renouvelable, à condition bien évidemment en termes de solidarité, que ce n'est pas avec juste un tuyau qui va vers la ville, mais que ça irrigue sur tout le bassin autour de la zone rurale, et puis à un moment donné se poser sur la compensation. Si on prend la région Île-de-France, c'est 50% encore quand même de terres agraires et forestières. Donc c'est une région qui peut être un superbe laboratoire pour réduire l'empreinte carbone de l'ensemble de la région et en même temps de compenser, en même temps de produire local. En 1907, 98% des salades consommées à Paris venaient de la région Île-de-France. C'est 2% maintenant. Donc on peut revenir quand même sur... Et ça va pas, on ne va pas rétrograder la croissance de Paris, l'attractivité de Paris ou le menu des Parisiens. Mais on a un débat aussi sur, et c'est marqué dans le plan climat, sur des menus plus flexitariens avec moins de viande. Donc si on a moins de viande, on a moins de consommation d'espace agraire qu'on peut réutiliser pour d'autres biens, soit de la production énergétique quand les terres sont plus du tout réutilisables, ou alors de la compensation carbone en replantant. Donc
C'est un défi global à avoir ensemble. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a pas eu de vision dans la PPE d'hier, parce qu'on ne peut pas tout travailler en silo. Et qu'on voit aussi avec les maires ruraux avec lesquels on commence à travailler, certains nous disent aussi, nous on veut installer des espaces de coworking chez nous, où on veut réhabiliter notre patrimoine, vous avez une ingénierie, est-ce que vous pouvez la mettre à disposition? On ne parle pas obligatoirement d'argent comptant, on parle de services, de cerveaux à mettre à disposition. Effectivement, les grandes villes ont plus de services techniques que les petites villes, et donc c'est de l'échange, et c'est du... On n'aime pas cette phrase de gagnant-gagnant, mais c'est l'externalité positive quand même. On a longtemps envoyé nos externalités négatives vers les territoires de banlieues puis ruraux. Là, c'est des externalités positives qu'on peut travailler ensemble pour reconnecter le bassin rural à la ville et retrouver ça. Et ça, c'est une chance aussi qu'a la France. Il n'y a pas beaucoup de territoires qui ont une telle richesse forestière et agraire et une telle science de la politique agricole. On est devenu un leader mondial de l'agriculture. Il faut qu'on devienne un leader mondial national de l'agriculture pour diminuer notre empreinte carbone locale en termes énergétiques, en termes d'alimentation et en termes, à un moment donné, aussi de compensation. Et je ne vous parle pas de la mine d'or en Guyane pour éviter certaines choses. Julien, oui. Juste pour illustrer ce que ça pourrait vouloir dire, on pourrait aujourd'hui se poser la question du bien fondé de la rénovation des tours obsolètes de la Défense. Est-ce qu'il faut aujourd'hui mobiliser des quantités de matériaux, donc de l'énergie grise, pour consolider des tours qui vont capter des flux et donc vider les emplois en périphérie, ou est-ce qu'on va utiliser cet argent pour développer massivement les télécentres qu'évoque Yann en périphérie, avec du coup du La Défense Inside, permettant aux gens de travailler plus près de chez eux, ce faisant réduisant l'engorgement des infrastructures de transport et du coup nous permettant de réallouer le budget transport à d'autres postes pour éviter ces engorgements. Merci pour cet exemple. Alors je voudrais, il nous reste un petit quart d'heure, qu'on aborde le sujet qui précisément n'a pas été trop abordé hier, de la sobriété, de la réduction des énergies. Et donc, en recommençant avec vous, qu'est-ce que la ville peut faire pour inciter, au-delà de ses propres bâtiments publics, les rendre plus performants sur le plan énergétique, etc. Est-ce que la ville peut faire quelque chose pour inciter ses administrés à réduire leur consommation, à se montrer plus sobres dans leur mode de vie et de consommation sur le plan de l'énergie? Déjà, il faut effectivement qu'on le fasse sur nos équipements publics et aussi qu'on montre la voie sur les logements sociaux, c'est en termes d'exemplarité, mais aussi en termes de tests, de massification industrielle. Les logements sociaux sont une nécessité, mais une opportunité aussi pour nous, en tant qu'investisseurs publics, de voir qu'est-ce qu'on peut tester et aussi quel est le levier financier qui permet de faire décoller ou pas la réhabilitation de ce qui manque par rapport à la rénovation privée, qui est l'énorme challenge, comme le disait Julien, pour Paris en 30 ans, c'est 1 million de logements à rénover. Alors ça ne parle pas, mais c'est 25 fois le rythme actuel. Donc on voit bien qu'on n'y est pas. On n'y est pas, et ce n'est pas qu'une question économique, c'est une question aussi de procédure, une copropriété, parce que nous avons principalement des copropriétés sur Paris à 99%, qui veut vraiment s'engager, elle met 6 à 8 ans de procédure avant de finaliser ses travaux. Donc il faut accélérer les rythmes de décision, et là c'est le code de la propriété, etc. Il faut faciliter le financement, et donc là les collectivités peuvent se poser aussi en garant bancaire ou faciliter les subventions, etc. Travailler avec les régions là-dessus, qui sont chefs de fila sur l'énergie, avec les métropoles comme nous, Métropole du Grand Paris, qui est maintenant chef de fila sur l'incitation de la rénovation énergétique, mais aussi accompagner avec les agences locales de l'énergie qui existent dans les grandes métropoles, et nous c'est l'Agence parisienne du climat, le citoyen au quotidien dans ses démarches, d'abord de sobriété, de faire le diagnostic complet de l'enveloppe, mais aussi du comportement, des usages du bâtiment, de la mixité des usages, et puis de travailler au quotidien. Et c'est un énorme travail et labeur, et pour l'instant, et on ne veut pas rentrer dans ce jeu-là, on n'a pas de possibilité de régulation. Mais un jour ou l'autre, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Vers 2030 ou 2040, si on n'a pas enclenché cette massification de la rénovation, on sera obligé de réguler, et que certains bâtiments deviendront interdits d'habitation ou de location si on n'a pas rénové. On a bien des déclarations d'insalubrité, on les aura abandonnées sur des insalubrités thermiques, et pour l'instant on veut plutôt inciter les ravalements à devenir des ravalements thermiques, d'aller dans ce sens-là. Mais la période est très courte, il faut enclencher tous ces chantiers sur 10 ans. C'est quand même en masse d'emplois, opportunités économiques, opportunités locales, non négligeable. Moi, à titre personnel, ça fait 10 ans que j'entends ce discours, ça fait 10 ans qu'on parle de 500 000, je ne parle pas de Paris là, hein. Non, mais... au niveau national, 500 000 rénovations par an, ça fait 10 ans qu'on n'y est pas. Voilà, et on l'a encore entendu cette semaine qu'on va refaire 500 000 logements, mais parce qu'on ne met pas tous les moyens sur la table, et il n'y a pas que les moyens financiers. Il faut faciliter. Par exemple, sur Paris, quand l'écoprêt est sorti, il n'y a eu aucun écoprêt accordé à un individu à Paris, parce que les banques aimantés de garantie n'étaient pas confiants, et que
pour réussir un projet, il fallait, dans une certaine copropriété, gagner 500 éco-prêts. C'était impossible. Il suffisait qu'il y en ait un qui ne l'ait pas et tout le projet capotait. Donc on a commencé à créer avec l'État l'éco-prêt collectif vers les syndics. Donc, on a appris des erreurs passées, etc. Mais c'est un long process qu'il faut maintenant accélérer. Alors, merci Jean-Baptiste Blondel. Les projets citoyens tels que vous les développez ont également une vertu de sensibilisation de la population vers plus de sobriété énergétique? Oui, bien sûr, je pense qu'on en est tous conscients, c'est quasiment l'objectif le plus important. Donc nous, on démarre le projet avec de la production d'énergie renouvelable, mais notre deuxième volet, c'est de sensibiliser aux économies d'énergie. Je pense que le sujet, il n'est pas simple. Quand on parle d'économie d'énergie, vu d'un citoyen, d'un particulier, c'est quand même pas très sexy, hein. Les gens entendent faire des efforts, faire des sacrifices, réduire son confort. Enfin, c'est aussi réduire leur facture quand même. C'est réduire leur facture, mais avant ça, c'est un certain nombre de contraintes et on voit qu'on a du mal à enclencher l'étape supérieure. Donc il faut donner du sens à tout ça. Nous, on l'aborde à notre humble niveau à travers deux prismes. Le premier, c'est quand vous êtes producteur d'énergie, quand vous produisez votre propre énergie, vous êtes sensible à votre consommation. Donc quand on aura plusieurs milliers de Parisiens qui produiront leur propre énergie, ils feront attention. Si vous cultivez votre propre tomate, vous n'en jetez pas un quart dans votre poubelle parce que c'est vos tomates. Là, c'est la même chose. Ça, c'est très concret, c'est très simple. Le deuxième axe, c'est les habitants qui ne sont pas forcément tous coopérants. Les habitants des quartiers dans lesquels il y aura des centrales solaires, ils vont voir très concrètement des panneaux solaires. Ils peuvent voir combien ça produit, combien ça consomme. Et c'est une clé d'entrée pour discuter qu'est-ce que c'est que l'énergie, d'où elle vient, combien elle coûte, comment ça fonctionne, et du coup, comment on fait pour réduire sa consommation d'énergie. C'est un premier pas vers des comportements plus sobres. Merci beaucoup. Anne Bringot également, je crois que vous avez évoqué les exemples un peu exemplaires qui sont répertoriés dans votre document. Quel rôle joue là encore la diminution de déconsommation dans le projet global? Alors justement, je vais rebondir sur cette notion d'acceptabilité que vous évoquiez et plutôt parler d'appropriation. En fait, un projet d'énergie renouvelable, il va être mieux accepté si les habitants, les acteurs territoriaux, les collectivités peuvent se l'approprier. C'est-à-dire que ça devient leur projet, ils décident où ils vont l'installer, ils peuvent investir de leurs deniers dans ce projet et ils peuvent décider où vont aller les revenus. Par exemple, il y a un projet citoyen éolien à Bégane, en Bretagne, où les revenus ont permis d'embaucher quelqu'un à mi-temps pour aller justement accompagner les ménages qui souhaitent rénover leur logement. Et là, on a vraiment un projet exemplaire qui n'est pas juste une production d'énergie renouvelable, mais un projet plus sur la transition énergétique de manière plus globale. Et c'est vraiment de cette manière qu'il faut voir les enjeux, sachant que ça crée de la valeur dans les territoires, ça crée des emplois, et c'est là où on a effectivement des projets qui sont les plus vertueux. Alors c'est vrai que sur la rénovation des logements, on connaît les blocages. On sait aussi que les ménages n'ont pas confiance. Actuellement, les travaux qui sont faits, on voit beaucoup d'études qui montrent qu'ils n'apportent pas de l'ADEME qui montre que c'est pas très efficace. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une assurance pour les ménages que les travaux qu'ils vont faire sont les bons travaux. Et pour ça, il faut un audit indépendant. Il faut des personnes qui ne sont pas dépendants de tel ou tel acteur privé, qui va leur dire voilà les travaux à effectuer. Et c'est ce qu'on appelle le service public de la performance énergétique de l'habitat, qui est prévu dans la loi de transition énergétique, mais qui n'est toujours pas mis en place parce que les régions et l'État se renvoient la balle sur qui va financer ce beau service public. Mais si on n'a pas quelqu'un de confiance et qui n'a pas d'intérêt financier et qui va du coup vous accompagner, vous ménages, si vous avez l'intention de rénover votre logement pour simplement être dans un logement plus confortable et effectivement qui va consommer moins d'énergie, vous n'allez pas faire ces travaux. Donc il faut s'assurer que ce sont les bons travaux, qu'ils sont bien faits et ensuite simplifier les aides financières qui actuellement effectivement sont un vrai millefeuille très compliqué. Donc les flécher vraiment vers les rénovations performantes, pas simplement une petite opération, pas simplement les fenêtres, mais vraiment la rénovation performante et flécher aussi vers les ménages les plus précaires. Sur la mobilité, c'est plutôt toute la question de notre vision de la mobilité qu'il faut revoir. Est-ce qu'on a besoin d'une très grosse voiture pour se déplacer tout seul ? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'aller au travail de plus en plus loin, les distances sont rallongées, ce qu'on ne peut pas avoir comme au réseau Action Climat,
une journée de télétravail possible par semaine, par exemple, tout en gardant les mardis et jeudis où on est obligatoirement au bureau pour avoir quand même cette cohésion d'équipe. Il y a vraiment toute une réflexion à mener. On voit bien que les villes se sont étendues. C'est pas bon pour le carbone puisque les sols, du coup, ne captent plus ce carbone. C'est pas bon non plus pour la mobilité qui se déplace. Donc il faut réfléchir à rapprocher le travail du domicile et réduire des déplacements qui sont actuellement des déplacements contraints. Merci Anne. Alors Catherine Lescure, je reviens sur l'idée de sobriété. Comment est-ce qu'une entreprise comme EDF peut appréhender cette intégration de la sobriété? Comment est-ce que vous pouvez souhaiter que vos clients consomment moins finalement? En quoi ça modifie votre modèle économique historique en tout cas? Historiquement, EDF a toujours accompagné les clients sur des éco-gestes, sur cette ambition de sobriété. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a deux grands leviers. D'abord, l'un, c'est tout ce qui est industriel, bâtiment tertiaire, bâtiment public, où on arrive vraiment à faire des vraies économies d'énergie à travers des contrats de performance. On l'a fait sur les écoles à Paris. Où là, vous vous engagez vis-à-vis de votre client. Et là, on s'engage. Donc, c'est un contrat gagnant-gagnant hein, entre Dalkia, notre filiale qui gère ces contrats de performance énergétique, et le propriétaire de ce bâtiment pour s'engager sur une réduction des émissions de CO2 et sur la réduction des consommations. C'est ce qu'on vient de faire par exemple avec des collèges dans les Yvelines. On s'est engagé à réduire de 30% la consommation d'énergie des collèges, d'une trentaine de collèges dans les Yvelines. On a fait la même chose sur les écoles, etc. Donc là, je dirais c'est assez simple finalement, enfin simple, tout est dans les mots, mais il y a un interlocuteur qui est plus facilement identifié, qui a une vraie volonté aujourd'hui d'aller vers la neutralité carbone, d'aller vers les économies d'énergie. On le fait beaucoup dans les bâtiments industriels aussi, donc c'est un peu moins le cas en Ile-de-France, mais dans les autres régions, on travaille par exemple là avec Toyota dans une usine dans le Nord pour l'accompagner vraiment sur sa neutralité carbone à travers un réseau d'eau, chaude, froid et de panneaux photovoltaïques. Donc je dirais ce volet-là, il est vraiment très important à développer et on peut le faire assez vite. Donc là, il y a des vrais leviers pour avancer. Le deuxième sujet, c'est évidemment le bâtiment, enfin les logements, et là c'est plus diffus. On travaille, on est partenaire de l'Agence parisienne du climat. On voit toute la complexité, Yann Françoise le mentionnait tout à l'heure, de rénover des copropriétés parce qu'il faut arriver à mettre d'accord l'ensemble des copropriétaires. Alors, le premier levier, c'est sûrement avec le logement social, parce que là aussi, c'est plus facile d'avoir un interlocuteur dédié et de lancer vraiment de lourdes opérations de rénovation des logements. Et puis là aussi, d'engager cette réduction. Au passage, on réduit la consommation d'énergie, mais on réduit aussi les émissions de CO2. C'est évidemment de basculer, par exemple, vers des pompes à chaleur au moment où on fait de la réhabilitation. Et je reviens sur cette question des transports, parce qu'effectivement, il faut aussi limiter la consommation dans les transports, et on voit la congestion qu'on a en Ile-de-France. Nous, on a lancé une expérimentation avec nos salariés, puisqu'on a beaucoup de sites. EDF en Ile-de-France, c'est 30 000 salariés, avec des sites à peu près partout dans la région. Et on propose à nos salariés qui le souhaitent d'aller travailler dans un site EDF qui est proche de chez eux, plutôt que d'avoir à traverser Paris. Et donc ça, c'est le télétravail qu'on pousse vraiment beaucoup, avec 1 ou 2, 3 journées par semaine, pour que quand j'habite à Palaiseau, je vais travailler sur l'EDF Lab qui est installé EDF à Saclay, plutôt que d'aller à Saint-Denis tous les jours, de perdre du temps en transport et au passage de consommer et de congestionner les transports. Donc ça, c'est effectivement un levier absolument clé pour c'est vrai que les grandes travailler. Entreprises ont aussi un rôle de donc les grandes entreprises, on doit nous-mêmes être exemplaires. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on est engagés dans un plan EV100 qui a été signé par Jean-Bernard Lévy pour basculer toute notre flotte de véhicules vers de la flotte propre à horizon 2030. On va essayer d'être encore plus vertueux en Ile-de-France pour être dans les objectifs de la ville de Paris autour de 2024. Et évidemment, de réduire nous-mêmes nos propres émissions de carbone avec l'ambition d'être à la neutralité carbone en 2050. Merci beaucoup. J'ai un dossier, ça sera le mot de la fin. Du coup,
Dites ce que vous voulez. Le mot si de la vous fin. voulez réagir par rapport à Je vais revenir sur, Oui. sur fin FIM tout à l'heure quand on parlait de la consommation d'énergie. En fait, les cochons nourris avec des farines animales sont dans l'exemple que. Ah, voilà. ça fait un quart d'heure que vous Voilà. réfléchissez aux prédateurs. Donc, Merci, c'est un bon voilà. exemple. Donc du coup, sinon pour les questions de sobriété, je pense qu'il faut aussi qu'on parle de notre consommation et pas seulement de consommation d'énergie. Ça a été une des grands sujets qui nous ont interpellés, nous, quand on a fait le travail de neutralité carbone pour la ville de Paris, en voyant qu'on n'est pas du tout dans la moyenne. Le profil de nos émissions dépend très très fortement de notre profil de consommation, de notre niveau de revenu. Donc on a aussi un travail à faire sur ce volet-là qui est considérable. On a cet enjeu-là. Et pour le mot de la fin, je pense que c'est aussi un mot d'opportunité et d'ouverture parce que on a cette semaine le Climate Finance Day qui se passe à Paris. Aujourd'hui même. Et aujourd'hui même. Et c'est un moment où le secteur financier est poussé par ses clients pour augmenter ses investissements au service de cette transition. Et là, on a une opportunité pour changer d'échelle. C'est d'ailleurs le thème du Climate Finance Day aujourd'hui. Get up, scale up. Get up, scale up. On va tous se mouvoir, voilà. Mais avec une opportunité aussi de s'appuyer sur les villes comme des relais de ces mécanismes de financement. Parce que les structures financières actuelles ont des coûts d'instruction élevés qui les amènent à flécher des gros montants vers des gros projets. Et on voit bien qu'on a un enjeu d'arriver à faire le lien entre des gros montants et plein de petits projets. Donc et là, un agrégateur entre les deux. On a vraiment un modèle économique pour porter ce service public de l'énergie où on va pouvoir s'appuyer sur des opérateurs publics ou des opérateurs urbains, notamment des villes, pour servir de courroie de transmission entre ce qu'on appelle des green bonds, de la dette qui va être levée au service de cette transition sur les marchés avec des montants très importants, on parle de milliards, de dizaines de milliards, et ensuite on va avoir des entités qui vont diviser ces gros montants en plus petits lots pour répondre aux besoins pratiques de la population dans les différents sujets dont on a parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour la concision de cette conclusion. Merci à vous tous.